3 personnes ont été tuées au Mali ce mardi. C'était lors d'une manifestation de protestation contre une disposition de l'accord de paix. Arrestation d'un leader du mouvement de contestation sociale au Zimbabwe. Evan Mawarire est accusé d'incitation à la violence publique. En RDC, l'armée a ouvert une enquête pour identifier 2 hommes portant l'uniforme de l'armée ougandaise, tués lors d'affrontements entre les forces armées et un groupe d'assaillants. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre cette édition par le Mali, où au moins 3 personnes ont été tuées ce mardi dans le nord du pays à Gao. C'était lors d'une manifestation visant à dénoncer la création d'autorités intérimaires dans cette région. Reportage. La disposition de l'accord en question est censée ramener la paix dans ce pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Elle prévoit la création d'autorités intérimaires dans le nord du Mali. Ainsi, le président de chaque autorité intérimaire sera le chef de l'exécutif local. Leurs décisions seront immédiatement exécutoires, leur égalité n'étant contrôlée par le représentant de l'État qu'a posteriori. Une disposition rejetée en bloc par plusieurs organisations politiques et la société civile malienne qui argue de la non-représentativité ou de la non-légitimité de ses dirigeants temporaires. À l'origine de cette manifestation, plusieurs associations et organisations de la société civile. Elle a été interdite par les autorités en raison de l'état d'urgence en vigueur dans le pays jusqu'à vendredi. Et pourtant, des centaines de jeunes sont sortis dans les rues pour protester. Nous ne sommes pas des djihadistes, ni des tueurs, ni des braqueurs. Nous revendiquons nos droits. Il y a quel pays qui n'a pas ses droits? Nous les jeunes là, qu'est-ce que le Mali a fait pour nous? Qu'est-ce que le Mali a fait pour nous? On revendique nos droits et puis on nous tue. Vous avez vu des morts. Des forces de sécurité sont intervenues pour disperser les manifestants. Certains témoins affirment qu'elles ont fait usage de tirs de gaz lacrymogène et d'autres tirs à balles réelles. C'est des tirs à balles réelles, mais c'est des tirs en l'air. Ce n'est dirigé contre personne. C'est pour dissuader tout simplement les marcheurs à rentrer chez eux, tout simplement. Parce que ce sont nos frères, je vous dis encore, nous sommes du même pays et il n'y a pas de raison qu'on tire sur nos frères. Le bilan de la manifestation fait état de 3 personnes tuées. Au Zimbabwe, un des leaders du mouvement de contestation sociale qui touche le pays depuis 2 semaines, le pasteur Evan Mawarire, a été arrêté ce mardi. Son interpellation intervient après qu'il ait appelé à de nouvelles grèves dans le pays. Images et sons. Evan Mawarire est accusé d'incitation à la violence publique. Il a été mis aux arrêts après avoir répondu à une convocation de la police à Harare. Leader incontesté du mouvement de contestation sociale qui secoue le Zimbabwe depuis 2 semaines, le pasteur Evan Mawarire s'est rapidement fait un nom en postant en avril dernier sur Internet une vidéo où il s'en prenait à la corruption et à l'incurie du gouvernement. Une grève générale, la première au Zimbabwe depuis 1998, a entraîné la fermeture de nombreux commerces, écoles, banques, tribunaux et administrations mercredi dernier, tandis que les transports en commun étaient paralysés dans le pays. Elle faisait suite à plusieurs jours de manifestations, notamment de la part des fonctionnaires qui n'avaient pas reçu leur salaire au mois de juin. D'autres grèves sont prévues dans le pays pour mercredi et jeudi. Les populations zimbabwéennes se retrouvent plongées dans un climat de défiance croissante contre le régime du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 36 ans. Après avoir purgé 2 mois de détention préventive, l'opposant historique ougandais Kizza Besigye, inculpé pour trahison, a été libéré ce mardi. Mais avant cela, il a dû s'acquitter d'une caution de 100 millions de shillings, soit 26 500 €, pour retrouver la liberté en attendant son procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Les précisions. Le requérant est de ce fait appelé à quitter calmement et à ne causer aucune violence tant que l'affaire contre lui reste en attente de jugement. Et en dehors de cela, toutes les circonstances et facteurs ci-dessus et ayant judicieusement et méticuleusement pesé un facteur contre un autre, je suis enclin à accorder une mise en liberté sous caution au requérant aux conditions suivantes.
Libéré après s'être acquitté d'une caution de 100 millions de shillings, soit 26,500 €, l'opposant Kizza Besigye, qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans, avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président. À sa sortie du tribunal, il a déclaré être content d'être libre pour le moment. Combien de temps je vais rester libre? C'est la question qu'il faut se poser. Mais demain, je parlerai aux médias devant chez moi pour vous donner les divers endroits où je suis allé et où nous irons prochainement. Arrivé en deuxième position à l'élection de février, Kizza Besigye en a rejeté les résultats, accusant le camp présidentiel de fraude massive. La trahison est théoriquement passible de la peine de mort en Ouganda, mais c'est une peine de prison à vie qui est encourue, le pays n'ayant procédé à aucune exécution depuis des années. Kizza Besigye, dont la date du procès n'a pas encore été fixée, avait déjà été inculpé de trahison en 2005, mais les charges contre lui avaient finalement été abandonnées. L'armée congolaise enquêtait ce mardi sur l'identité de 2 hommes portant l'uniforme de l'armée ougandaise et tués dimanche lors d'affrontements entre les forces armées de la RDC et un groupe d'assaillants. C'était lors d'une opération militaire dans la région de Béni, une région située dans l'est de la RDC et théâtre de massacres récurrents de civils. Le Togo a connu plusieurs crises sociopolitiques de 1990 à 2005 qui ont engendré la méfiance entre les acteurs politiques. Pour beaucoup de Togolais, seules les réformes politiques et institutionnelles peuvent corriger cette situation. Et pour jeter les bases d'un consensus autour de cette question, le Haut Commissariat pour la réconciliation et pour le renforcement de l'unité réunit pour 5 jours les acteurs sociaux politiques. Apporter sur nos frères et sœurs un regard d'amour. Réfléchir et échanger sur les réformes politiques et institutionnelles au Togo. C'est l'objectif de la rencontre d'une semaine que le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a initié, dont les travaux ont démarré lundi à Lomé. La problématique n'est pas nouvelle. Elle a connu, reconnaissons-le, une dynamique avec les travaux de la CVJR dont nous louons la qualité des travaux. À la fin de son mandat, la CVJR a reconnu la complexité du sujet. Dans sa recommandation numéro 8, elle a proposé, et je cite, l'organisation d'une large réflexion sur la question en mesure d'assurer au Togo une gouvernance adaptée à ces réalités. Acteurs politiques, sociétés civiles, personnalités religieuses, professionnels des médias nationaux et internationaux, chefferies traditionnelles, syndicats, corps consulaires, diplomatiques, experts internationaux et autres sont conviés à ces assises de Ashkroun. Au regard des profils diversifiés des participants que vous êtes, je reste convaincu qu'à la lumière de vos conclusions, les attentes du peuple seront comblées. Les conclusions qui seront issues de cet atelier, selon le Premier ministre, doivent permettre d'aborder pour une fois de bon les questions des réformes politiques et institutionnelles qui agitent le Togo depuis plus de 2 décennies. Au Soudan du Sud, au moins 36 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis vendredi. C'est ce qu'a indiqué ce mardi l'ONU après plusieurs jours d'affrontements meurtriers à Juba entre forces loyalistes et ex-rebelles. Plus de précisions à travers cet élément. Les premières estimations indiquent qu'au moins 36 000 personnes ont été déplacées par les récents combats au Soudan du Sud et sont en train de chercher refuge auprès de la MINUS, des sites de protection des civils et beaucoup d'autres endroits à travers la ville. Des chiffres qui émanent du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, et qui sont susceptibles d'évoluer en raison de la volatilité de la situation. Ces personnes ont fui les affrontements et se sont réfugiées sur les sites de protection des civils de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, et dans d'autres endroits de la capitale.
Il est impératif que les civils soient autorisés à se déplacer librement pour se réfugier et que le personnel humanitaire soit protégé pour avoir un accès immédiat, sûr et sans entrave aux personnes. La situation humanitaire est grave et les besoins sont immenses. De fortes pluies dans certaines parties de Djouba ont aggravé la situation. Sur le terrain, le cessez-le-feu décrété la veille par les deux camps rivaux était respecté mardi matin dans Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Le gouvernement ivoirien n'entend pas abandonner le dossier des logements sociaux en dépit des écueils. Mais où trouver le financement pour un objectif de 250 000 maisons d'ici à 2020 ? Cette question préoccupe le ministre de l'Habitat et du Logement social qui s'est entretenu avec les centrales syndicales pour leur exposer sa vision. Chris Paterne à Sémien. Il a la volonté de loger tous les Ivoiriens. Enfin, presque tous ceux qui n'ont pas les conditions financières de se loger décemment. Mais le ministre ivoirien de l'Habitat et du Logement, Niamey Konan, est confronté à une grande difficulté. Un bon logement, je dis bien un logement décent. En Côte d'Ivoire, au coût actuel de la construction, c'est environ 15 millions. Nous avons fait notre petit calcul. Si vous n'avez pas un salaire de 350 000 francs, au moins, c'est difficile d'accéder à un crédit immobilier, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de 15 millions. La vision du ministre en charge du logement consiste donc à la mise en place d'un mécanisme de solidarité à travers une participation volontaire des travailleurs à la constitution d'une épargne. Mais l'idée semble avoir du mal à mûrir. Amener les potentiels acquéreurs à contribuer eux-mêmes à la mise en place d'un mécanisme de financement à l'effet de réduire les taux d'intérêt bancaires. Expliquer comme ça à un travailleur, s'il n'est pas totalement renversé, je ne vois pas pourquoi il ne comprendrait pas. L'impression que nous avons, c'est que le gouvernement, pour ce qui concerne le secteur de l'immobilier, laisse la population comme dans une jungle, population que j'assimile à la biche et promoteur que j'assimile au loup. Pour le ministre Niamey Konan, la mise sur pied d'une épargne reste la seule alternative crédible et à maintes de booster le programme de logement social. Ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à toutes et à tous.